Bienvenue dans ce 11e épisode des vérités interdites du Baron Sinistre. La nécromancie, quand la magie brise les tabous des morts. N'hésitez pas à aimer, à vous abonner, à partager, republier, commenter. Ça nous aide énormément et vous ne manquerez aucun des prochains épisodes. Bien, j'ai assez parlé. Je vous laisse avec le Baron. Bonne écoute. Bonsoir, vermine. Nous entrons dans une période particulière de l'année. C'est la période qui précède Halloween. J'adore évidemment cette période. Et pour ce faire, j'ai ouvert une nouvelle playlist sur ma chaîne YouTube. Du gaming, le Baron Sinistre Gaming. Pour l'instant, on est en train de se dépatouiller les mains dans la crasse de Silent Hill 2. Mais si vous m'écoutez ce soir, bien emmitouflé, à l'abri, dans le noir, c'est pour autre chose, pour une vérité interdite, que j'extirpe des tréfonds de ma collection et que je vous offre pour le plus subtil plaisir de vos frissons. Alors ce soir, nous allons parler de la nécromancie. La nécromancie, chez chacun et chacune d'entre vous, ça invoque évidemment tout un tas de choses, allant de la pop culture, jeux vidéo, films, romans, littérature, bien sûr, mais peu l'histoire elle-même, peu la réalité. Alors que vous allez voir, que nous allons découvrir ensemble, que si on prend le mot nécromancien, nécromancienne, la nécromancie au sens strict, eh bien, il en existe encore. Et peut-être même les avez-vous ou les consultez-vous. Pour mettre tout ça au clair, il faut revenir aux origines de cet art interdit. Le mot nécromancie vient du grec nékros, le mort, et manteia, la divination. Car la nécromancie, à l'origine, ce n'est pas lever des armées de zombies. Non, c'est simplement, entre guillemets, interroger les défunts pour connaître l'avenir. Déjà, dans l'Antiquité, les Grecs consultaient des oracles dits nécromanteion, où l'on invoquait les ombres des morts. Dans l'Odyssée, Ulysse lui-même descend aux enfers pour questionner Tirésias, le devin aveugle. Chez les Romains antiques, la pratique existe aussi, bien que jugée répugnante. Cicéron, Sénèque, Tertullien, tous dénoncent ces rites jugés dangereux et impies. Mais, comme très souvent, c'est surtout, tambour, la Bible qui va frapper le plus fort. Dans le premier livre de Samuel, le roi Saül consulte la sorcière d'Endor pour parler au prophète défunt. Et ce geste scelle sa chute. Dieu condamne la nécromancie comme une abomination. Ainsi, dès l'Antiquité et le monde biblique, la nécromancie devient le tabou suprême. Tenter de franchir la frontière entre le monde des vivants et celui des morts.
au Moyen-Âge chrétien, le tabou se renforce. Évoquer les morts, c'est pactiser avec le diable. Et pourtant, les textes médiévaux fourmillent de récits de moines, de clercs ou d'alchimistes accusés de nécromancie. On dit d'eux qu'ils traçaient des cercles au sol, invoquaient des démons pour animer des cadavres ou soutirer des secrets. Les inquisiteurs, dans leurs manuels, distinguent deux catégories. Ce qu'on connaît comme la magie blanche, qui est tolérée si elle consiste en prières et reliques. Les exorcismes, par exemple. Allez voir l'épisode précédent. La magie noire, elle, est criminelle, dès lors qu'il s'agit d'éveiller les morts. La figure bien connue de la sorcière vient aussi s'y mêler. On accuse certaines femmes de danser avec des cadavres, de concocter des filtres avec des ossements, d'invoquer des spectres. En réalité, la plupart étaient des guérisseuses. Mais l'image de la nécromancienne hante encore nos contes. Je vous renvoie encore à un épisode des Vérités interdites, celle sur les sorcières de Zugarramurdi. Mais pourquoi la nécromancie hante-t-elle encore notre mémoire collective? Peut-être parce que quoi de plus effrayant pour une société chrétienne que l'idée d'un mort ramené par magie. Et à l'époque, blasphème ultime, ramené par la main même d'une femme. À la Renaissance, la condamnation de la nécromancie reste. Mais une curiosité nouvelle apparaît pour le sujet. Car les humanistes vont redécouvrir des grimoires antiques. Ils vont en traduire les textes de magie grecque et arabe. Ainsi, des érudits comme Marzille Ficin, Cornelius Agrippa ou John Dee vont être accusés pour s'y être intéressés de nécromancie. John Dee, conseiller d'Élisabeth Ier d'Angleterre, prétendait converser avec les anges grâce à des miroirs d'obsidienne et des rituels kabbalistiques. Était-ce de la théurgie? Était-ce de la nécromancie? La frontière devient floue. Les princes et les puissants, eux, oscillent entre peur et fascination. Tous condamnent publiquement, mais dans le secret de leur intimité, consultent parfois les magiciens pour obtenir prophétie ou encore même talisman protecteur. Ainsi, la nécromancie se transforme. Moins de cadavres dans les cimetières, mais plus de grimoires, de cercles magiques, de voix dans les miroirs. Au XIXe siècle, avec le romantisme et le spiritisme, la nécromancie va encore changer de visage. Les salons spirites fleurissent. Tables tournantes, photographies d'ectoplasmes de fantômes, médiums affirmant parler avec les morts. On ne parle plus de nécromancie. Mais le cœur du tabou est le même, communiquer avec ceux qui ont trépassé. Les églises vont évidemment immédiatement dénoncer ces pratiques et les sceptiques vont s'en moquer. Mais le public, lui, majoritairement, est fasciné. Et d'une certaine façon, les médiums d'aujourd'hui
Celles et ceux qui prétendent parler avec les morts sont les héritiers directs de ces anciens nécromanciens. La différence? Une simple question de vocabulaire. Le nécromancien était vu comme un sorcier transgressif, condamné à pactiser avec les démons. Le médium moderne, lui, se présente comme un canal, un passeur d'âme, un confident des esprits. Mais la promesse est identique. Recevoir des messages des morts. D'ailleurs, beaucoup de religions continuent, notamment la catholique, à condamner fermement les médiums. Pourquoi? Car eux, évidemment, y croient. Et pour eux, avoir accès à des informations qui proviendraient de morts ou du futur ne peut se faire qu'avec l'aide d'une seule catégorie de créatures engendrées par Dieu, les forces démoniaques. Alors, appelez-le mage, appelez-la sorcière, spirit ou médium. La société change, mais le tabou demeure. Au cinéma, en littérature, la figure du nécromancien devient un archétype. Du Sauron de Tolkien au Voldemort de Rowling, il est l'ennemi absolu, celui qui franchit la limite interdite, celui qui refuse que la mort ait le dernier mot. Et dans la culture populaire, la nécromancie se confond avec la nécrose, les zombies, la terreur d'un monde où les morts ne peuvent pas reposer en paix. Vous vous doutez bien que la science y est aussi intéressée. La science moderne a elle aussi joué avec ce tabou. Au XIXe siècle, le médecin Luigi Galvani découvre que l'électricité fait bouger le cadavre des grenouilles. D'autres encore, comme Aldini, appliquent le procédé sur des corps humains exécutés. C'est de là que va naître l'inspiration de Mary Shelley. Mary Shelley. Ah, vous connaissez certainement plus son œuvre. Immortelle, elle. Frankenstein. D'ailleurs, comme vous le savez, c'est le monstre de Frankenstein ou le Prométhée moderne, car la créature n'a pas de nom. On l'appelle Frankenstein par abus de langage, car Frankenstein est le nom du savant fou qui a créé cette forme de vie à partir de bouts de cadavres exhumés, le docteur Victor Frankenstein. La résurrection des morts, cette vieille angoisse, trouve alors un masque scientifique. Et si la science pouvait redonner la vie aux morts? Aujourd'hui encore, des recherches sur le clonage, sur l'intelligence artificielle qui recrée la voix ou l'image des défunts, suscitent le même malaise. N'avez-vous pas vu en scrollant sur vos applications des publicités pour des intelligences artificielles qui pour ma part me semblent très malsaines, où l'on vous propose de ranimer la photo d'un proche défunt pour le voir bouger, parfois même parler. La science aussi joue avec ce tabou, joue avec cet interdit, pour se faire du pognon, bien évidemment. Ne sont-ce pas là de nouvelles formes de nécromancie déguisées en technologie? Car le tabou demeure. La mort, pour vous, mortels, reste l'ultime frontière, et quiconque d'entre vous
prétend la franchir est toujours soupçonné de nécromancie. Alors après avoir dit tout cela, qu'est-ce que la nécromancie au fond? Un rituel antique pour interroger les ombres? Un crime religieux voué à l'enfer? Ou une métaphore moderne de nos peurs face à la science? Car l'être humain est un animal banal, conscient de sa propre existence, et dès lors qu'il est conscient qu'il est en vie, au contraire de la majorité des autres êtres vivants peuplant la planète Terre, cette conscience de sa vie implique la conscience qu'un jour, il va mourir. Alors, c'est peut-être tout cela à la fois. Mais souvenez-vous, chaque époque de l'humanité projette ses angoisses dans le miroir des morts. Et la nécromancie, qu'elle soit pratiquée au fond d'une grotte grecque, dans une loge alchimique ou au sein d'un laboratoire moderne, n'est qu'une chose, la preuve que vous, les vivants, n'avez jamais cessé d'envier les secrets des morts.